Et bonjour à tous et bienvenue sur le nouvel épisode de Bye Bye Patron, le podcast de l'immobilier, de la liberté et les gros billets. Et dans cet épisode, on va faire le bilan de l'année. Je sais pas exactement combien de temps l'épisode va durer, mais voilà, on est le 25 décembre au matin. J'enregistre cet épisode pour que vous en ayez un pendant vos vacances, que vous soyez à Toulouse, au ski ou avec la belle famille, vous allez pouvoir entendre mon bilan de l'année. Alors bien sûr, le but de cet épisode, ça va pas être que je vous raconte toute ma vie parce que je pense pas que ça va beaucoup vous avancer. Je vais faire un point notamment sur les investissements, un petit peu le développement personnel, ce que j'ai pu faire, ce que j'ai pas réussi à faire et comment est-ce qu'on va attaquer l'année prochaine. Avant de démarrer, j'ai eu une semaine de fou là, donc la semaine qui est en train de s'écouler. Je suis passé sur le podcast de Tony. Tony est passé sur mon podcast. J'ai eu plein de nouveaux abonnés, plein de nouveaux auditeurs. Donc merci à vous. Soyez les bienvenus. N'hésitez pas à écouter mes épisodes. J'ai fait plein d'épisodes super intéressants et super inspirants au cours de l'année. Et il y en a plein de nouveaux qui vous attendent pour l'an prochain. Celui-là, donc je serai tout seul. Normalement, je fais environ un épisode sur 3 tout seul et 2 sur 3 avec des interviewés. Et donc, dans cet épisode du jour, on va faire le bilan. On est parti, jingle. Alors, pour briser la glace, on va tout de suite commencer par les points qui n'ont pas été cette année. Le premier point, j'avais fait un épisode là-dessus, je pense que c'était vers avril, c'est la compta. Moi, je délègue tout ce qui est en société à un expert comptable, mais mes LMNP, qui vont devenir des LMP, je crois bien, je les fais tout seul. Et donc, que ce soit pour l'expert comptable, à ce jour, je lui ai presque pas envoyé de documents au cours de l'année pour mes appartements. Et pour mes LMNP, j'ai rien fait du tout. Voilà, on est le 25 décembre. Je m'étais dit que j'allais faire ça un peu une fois par mois ou toutes les 2-3 semaines, j'ai rien fait, donc je vais faire la compta comme je l'ai fait tous les ans, donc ça va me prendre un peu de temps et je vais tout rassembler d'un coup. Alors pourquoi est-ce que j'ai pas réussi à faire ça ? Déjà je l'avais pas du tout intégré dans mon planning et c'est vrai que déjà à la base je me posais la question si c'était plus efficace de le faire en un coup, comme ça on est sûr d'avoir tous les documents d'une seule fois, par exemple. Les appels de fonds des syndics, vous vous connectez une seule fois, vous avez tout. Mon gestionnaire, il m'envoie les récaps des revenus une fois par an. Donc c'est vrai que je pense que sur l'année, on gagne du temps à le faire une seule fois dans l'année. Par contre, c'est sûr que quand il faut se le taper, je vais devoir me le taper au printemps, ça va pas être sympa. Donc, est-ce que je vais l'intégrer à ma routine de l'an prochain ? Peut-être. Franchement, j'ai pas encore décidé. Mais en tout cas, si je veux le faire, il faudra vraiment que je le note et que je m'y tienne. Donc là, compta, un bon petit point noir. Deuxième point noir, et là c'est le plus gros point noir de l'année, c'est le sport. J'ai vraiment pas été... Là, ça fait 2-3 mois que je fais presque plus de sport. 2020, ça avait été un peu la consécration. J'avais couru mon semi-marathon, j'étais bien en forme. Je faisais de la muscu, je courais, j'étais vraiment en top shape. Et là, je le suis plus du tout. Donc ça va clairement rentrer dans mes objectifs de l'année 2022. Et peut-être même que là, après avoir fini d'enregistrer le podcast, je vais aller courir. Donc pourquoi j'ai pas réussi à maintenir la cadence de sport ? Je pense le manque d'objectifs. C'est vrai que quand j'avais mon semi-marathon à courir, des mois avant, je m'entraînais 3 ou 4 fois par semaine. C'était complètement inévitable. L'entraînement, fallait que j'y aille quoi qu'il arrive. Et du coup, ma vie, elle s'adaptait autour de ça. Comme un peu aujourd'hui, elle s'organise autour du podcast, que quoi qu'il arrive, faut que j'ai un épisode qui sorte la semaine prochaine. Et donc là, je vais prendre un peu de temps. Là, j'ai un peu de temps la semaine prochaine. Et puis, je vais faire justement un planning qui tient la route pour le sport. Et le mieux, c'est quand même soit d'avoir un objectif du type une course, ou soit de faire du sport à 2 ou à 3. Mais là, cette année, pour le coup, j'ai fait ni l'un ni l'autre. Donc, pendant longtemps, je faisais du sport à 2. Après, j'ai eu cet objectif du semi-marathon. Mais là,
j'en ai pas. Et du coup, quand on n'a pas d'objectif, c'est très, très compliqué de maintenir une discipline. Donc, il va falloir soit trouver une course, soit trouver un moyen autre de tenir la rigueur. Ensuite, une réussite un petit peu moyenne, ça a été la lecture. Alors, on voit bien à chaque fois que j'interviewe des personnes sur le podcast, elles lisent beaucoup. J'essaye de beaucoup lire. Pareil, il y a eu des moments dans l'année où j'ai bien lu. J'ai lu tous les jours, ça a bien avancé. Il y a eu des moments pendant super longtemps où j'ai pas lu. Du coup, j'avais mis pour objectif, c'était pas ultra ambitieux de lire 12 livres dans l'année. Et après, c'est vrai que cette année, j'ai essayé un peu plus quand même d'appliquer les conseils des livres parce que sinon, c'est un peu on a vite tendance à lire un livre, trouver tout super intéressant et puis passer au suivant. Donc là, je pense que j'ai lu une quinzaine de livres au cours de l'année, donc c'est pas si mal, mais ça aurait pu être beaucoup mieux. J'ai quand même appliqué plusieurs concepts que j'avais pu lire dans ces livres, donc de ce point de vue-là, j'ai pas été trop mauvais. Mais 15 livres, c'est un objectif quand même à moitié réussi, je trouve, parce qu'il y a vraiment moyen de lire au moins 2 livres par mois, c'est pas du tout déraisonnable. Quand j'étais là au repas des gentlemen, j'avais Romain à côté de moi. Lui, il m'a dit que ça faisait, je pense, 2 ans qu'il arrivait à lire 50 livres par an. J'avais aussi interviewé l'Ikigai, Ludo, et lui, pareil, il arrive à lire une cinquantaine de livres par an. Moi, j'ai pas réussi. Franchement, j'ai pas réussi. Parce que, pareil, un peu question d'organisation. Quand vous mettez ça dans votre routine tous les jours, ça va. J'ai aussi en fait, j'ai essayé de prendre des notes en lisant, donc je pense que c'est bien de faire ça. Mais en fait, du coup, ça supprime pas mal d'occasions, par exemple dans le train, dans votre lit ou votre canapé, c'est plus compliqué de lire. Après, vous prenez des notes, du coup, vous lisez beaucoup plus lentement. Les notes, j'avoue que je les ai relues 1 ou 2 fois, mais je suis pas revenu dessus souvent. Donc là, il y a peut-être moyen je sais pas, il y a un truc qui allait pas. Faut que je me pose un peu les questions sur comment faire ça un peu plus efficacement. Je pense que ça sert à... Moi, en tout cas, j'aurais peut-être pas d'intérêt à lire plus que 25 livres par an. Mais voilà, essayer de trouver un équilibre entre la quantité lue et puis les informations retenues et ce qu'on note. Alors concernant les investissements, on va voir ce qui s'est bien passé. Pour la bourse, ça a été une année exceptionnelle en bourse. Je sais pas si vous avez des actions, mais en tout cas, ça s'est super bien passé. J'ai fait quasiment plus 50% sur un portefeuille où j'ai pas rajouté d'argent sur mon portefeuille principal, on va dire. Moi, je suis chez 2 brokers, chez De Giro et chez Fortuneo. Si vous voulez des liens, vous pouvez les trouver sur mon site. Mais chez De Giro, je crois que j'ai pas rajouté d'argent. Mon portefeuille, il a pris plus 50%. Donc j'ai eu différentes actions qui ont super bien performé. Bien sûr, j'avais des Apple, Alphabet, Amazon qui ont tout éclaté. Mais j'avais aussi des actions un peu. J'avais posté l'autre jour, j'ai du Villeroy et Boch ou du Hornbach. Des boîtes qui sont pas très connues, qui vendent pas des trucs super fancy, et je crois qu'elles ont fait x2 ce genre d'action. Donc voilà, le portefeuille, donc plus 50% sur un de mes portefeuilles. Et chez Fortuneo, là j'ai plus des actions françaises. Ça a bien performé, mais en fait j'ai injecté de l'argent dedans, donc j'ai une position qui est 2 fois plus grande qu'à la fin de 2020, mais ça va être un peu difficile de suivre exactement les plus-values latentes, les dividendes. En tout cas, ça a bien performé. J'ai des bonnes plus-values latentes. Et donc, je suis assez content avec ça. Si vous écoutez le podcast avant la fin de l'année et que vous n'avez pas un PEA, mais que vous avez un compte titre ordinaire, moi, ce que je fais souvent, c'est que je liquide les moins-values. Quand j'ai réalisé des plus-values au cours de l'année, je liquide des moins-values. En général, on a toujours des lignes un peu foireuses. L'an dernier, j'avais Unibail, la URW, Unibail Rodamco Westfield. C'était une action qui avait l'air solide. Elle avait perdu énormément d'argent. Du coup, je l'ai liquidée à la fin de l'année dernière. Et comme ça, une bonne partie de mes gains, ils sont pas taxables. Parce qu'en fait, si vous faites le ratio entre les deux,
et ben ça fait que ça annule en fait la plus-value réalisée. Après, vous pouvez avoir des très grosses plus-values non réalisées, mais celles-là, elles sont pas taxables. Après, ça dépend des pays, mais en général, ça se passe comme ça. Donc voilà, la bourse, super année. On disait déjà que c'était trop cher en début d'année. En fait, ce qui peut être intéressant de faire, vous allez sur Google et vous tapez, en fait, vous pouvez faire des recherches dans, je crois que ça s'appelle Outils. Vous pouvez taper une date précise. Et là, je viens de faire une recherche, j'ai tapé bourse, bulle, et j'ai mis les dates du 1er décembre 2020 au 31 janvier 2021. Et on voit qu'il y avait déjà des articles, attention à la bulle sur les techs et tout ça. Donc c'est sûr que faut toujours mettre en garde un peu les gens. C'est la bourse, on sait jamais vers où elle va. Ce qu'on sait, c'est que historiquement, à long terme, elle a fait des profits intéressants et qu'elle a jamais été perdante ou très rarement selon les périodes de temps qu'on regarde sur le long terme. Mais en tout cas, voilà, il y aura toujours des médias pour vous dire attention, on est dans une bulle, et de temps en temps ils auront raison, et alors après ça deviendra des sortes d'oracles, alors qu'en fait on vous dit constamment que c'est une bulle, et de temps en temps, ben voilà, ça arrive. J'ai sous les yeux un article de Capital qui dit bulle sur Tesla, anomalie de marché, les niveaux actuels atteints par le Dow Jones, le Nasdaq et tutti quanti continuent de défier l'entendement, avertit notre chroniqueur Marc Toiti, président du cabinet ACDFI, quand la bourse redescendra sur terre, gare aux dégâts. Donc ça date du 17 janvier 2021. Si on regarde par exemple l'action Apple, elle a pris 28% en un an. Donc si vous aviez écouté les conseils de cet article, eh ben vous auriez perdu 28% sur Apple. Donc voilà, c'est toujours compliqué la bourse. Moi, j'ai mon money management tous les mois. Je mets un montant qui est assez fixe, ou alors sauf si j'ai vendu un bien immobilier ou quelque chose où j'ai une grosse rentrée d'argent, je l'étale sur quelques mois pour rentrer. Mais sinon, tous les mois, j'ai un montant fixe qui va en bourse. Et c'est comme ça que je vis très sereinement. J'ai raté, pour le coup, c'est pas comme la compta, j'ai raté aucune échéance. Donc moi, c'est le 3e lundi de chaque mois. Je prends un peu de temps pour investir en bourse. Enfin, un peu de temps. Franchement, si je passe 2 heures maximum à analyser un peu sur quelle société je vais rentrer et puis comment. Mais donc la bourse, pour moi, ayez une stratégie et puis tenez-vous à cette stratégie pour les mois et années à venir. Et puis à la limite, regardez pas votre portefeuille. C'est vrai que moi, la bourse, je peux passer 2-3 semaines sans regarder vraiment ce qui se passe. Et c'est très bien comme ça. Et on voit bien donc voilà, plus 50% sur mon portefeuille principal en un an. C'est dur de faire mieux, quoi. Enfin, on peut faire mieux, bien sûr, mais c'est dur de s'en plaindre, en tout cas. Et voilà, si le marché il dévisse de 20 ou 30%, vous serez peut-être dans la situation d'il y a 6 mois. Donc ça c'est supportable. Une fois qu'on a des grosses plus-values latentes, on vit beaucoup mieux une grosse perte de valeur de son portefeuille, même si c'est jamais agréable. Si vous avez 20 000 euros de plus-value latente et que ça rebaisse à 5, alors ça vous fera perdre 15 000, mais ce sera moins douloureux psychologiquement que si vous êtes passé à moins 2 000 ou moins 3 000 euros, parce que c'est vrai que on le sait très bien, l'être humain il déteste perdre et ça ne fait pas du tout la même sensation. Après, j'avais testé la méthode de Jean Aimé sur la vente de put. Donc j'avais fait un épisode gagner 2 à 5% par mois. Je l'ai testé là sur le mois de décembre. Il s'avère qu'avec le variant Omicron, je sais pas comment on dit, il y a un jour où la bourse elle a dévissé et en fait j'ai dû vendre 2 des 3 positions que j'avais. Donc j'ai bien respecté donc ce qu'il disait, c'est-à-dire quand le put il vaut 2 fois plus que ce que vous l'avez vendu, vous le rachetez. Donc j'ai perdu un peu d'argent là-dessus. On sait que ça arrive. Je pense que je réessayerai, mais là, ce mois-ci, parce qu'en fait, il faut s'y mettre. Les actions, elles expirent le 3e vendredi de chaque mois, je pense. Et du coup, c'est bien de s'y mettre dans la période qui suit. Là, c'était la semaine de Noël. On avait plein de choses à faire. J'ai pas pris le temps de m'y mettre, donc j'ai regardé si je trouve quand même des titres intéressants. Mais sinon, je reprendrai peut-être en janvier. Je sais pas. J'ai un peu du mal à tout. Je teste beaucoup de sortes d'investissements. Ça, c'est un investissement qui demande à être tous les jours
connecté au moins une fois par jour pour vérifier que le cours, il part pas complètement en sucette. Donc c'est pas du tout comme mes investissements classiques. Mais voilà, c'était quand même une stratégie. Je trouve 2 à 5%, c'est assez impressionnant. Donc je vais peut-être m'y remettre, mais là, pour le coup, ça, j'ai pas réitéré l'expérience. Après, faut pas se le cacher, j'ai perdu un peu d'argent, c'était pas énorme, mais forcément, ça motive moins que si vous prenez quelques centaines d'euros ou milliers en un mois, et ben, vous dites, ah bah, ça marche trop bien, je vais réessayer. On savait dans la stratégie qu'il y avait des moments où ça fonctionnait, d'autres moments où ça fonctionnait pas. Manque de chance, ça arrivait sur un moment où ça fonctionnait pas pour moi. C'est pas grave. L'important, c'est vraiment le money management. Vous décidez d'un truc, vous le faites, vous le faites, vous le faites. Voilà. Moi, j'ai pas eu d'émotion particulière. Dès que ça a fait x2, j'ai vendu. Boum. Mais voilà, j'ai vendu. J'étais à une soirée un vendredi soir parce que c'était sur les marchés US, donc forcément en plus c'est décalé. Donc un vendredi soir, je reçois une alerte sur le téléphone. Le cours de cette action, il a baissé. J'ai une action, elle a perdu 10% en un jour, je crois. Bah voilà, boum, j'ai coupé la position, puis c'était pas très grave. Mais voilà, faut être tous les jours dessus, donc c'est pas pour tout le monde, c'est pas pour chaque étape de sa vie. Je sais pas si vous êtes en vacances, c'est pas super agréable d'aller checker tout le temps son portefeuille. Voilà, donc pour la bourse, plutôt bon. Hein. On va voir la suite des événements. Alors, je vais faire une partie courte dans mes objectifs. Donc, j'avais des objectifs privés du style garder un contact régulier avec mes proches. Donc ça, c'est... En fait, dans l'épisode de Tony, à un moment, j'ai dit que pour moi, la recette d'une bonne vie, c'était la discipline. Et c'est vrai que, par exemple, si vous mettez comme discipline d'appeler, par exemple, votre grand-mère tous les dimanches soirs, eh ben, ça peut sembler un peu artificiel, mais de l'autre côté, l'objectif, il est rempli. Vous gardez un bon lien avec elle. Et en fait, c'est pas parce qu'il y a une discipline dans l'action que après il y a aucune que tout est stéréotypé. Après, vous pouvez partir dans tous les sens, vous pouvez parler de ce que vous voulez. C'est peut-être comme pour le sport, vous pouvez vous dire je vais faire 3 fois par semaine du sport, et puis après vous faites le sport que vous voulez. Donc faut pas voir la discipline comme quelque chose, je suis un robot, mais plutôt comme une opportunité de créer quelque chose sur le long terme. Donc les objectifs, mes objectifs sociaux, privés, je pense que je suis content. Par contre, je voulais venir sur les voyages. Moi, j'avais toujours pour projet de visiter 3 nouveaux pays par an. Je pense que j'avais fait le compte, j'ai dû aller dans une quarantaine de pays pour l'instant. Et j'avais pour ambition donc d'en faire au moins 3 nouveaux par an. Il s'avère que cette année, avec le Covid, ça a été super compliqué. Les frontières européennes, parce qu'en Europe, du coup, j'ai fait déjà un bon tour de la plupart des pays. Les frontières européennes, elles ont été fermées, rouvertes. Il y a eu des histoires de quand t'avais le vaccin, quel vaccin, etc. Et puis il y a des pays, c'est sûr que moi j'aime bien aller en Asie. Il y a des pays qui ont été submergés par le Covid. Vous n'avez pas forcément envie de vous retrouver malade dans ces pays. Donc cet objectif, j'ai été que dans un nouveau pays cette année. Par contre, je suis quand même parti, je crois 5 fois. Donc pour moi, partir, c'est prendre l'avion. Tous les autres, le train, la voiture, ça je le fais souvent. Je suis parti 5 fois en avion, donc je pense que l'objectif il est à moitié réussi, sachant que je suis jamais retourné dans un endroit où j'avais déjà été précisément, mais c'était pas un nouveau pays. Après, le point que je voulais aborder, c'était les investissements exotiques. En fait, en mai, j'ai eu une petite rentrée d'argent et puis j'ai essayé de faire un peu des choses nouvelles. Et puis après, j'en ai eu d'autres. Donc j'ai essayé plusieurs choses cette année d'un point de vue investissement exotique. Il y en a qui sont bien passés, il y en a qui sont moins bien passés. Alors ce qui s'est bien passé, en fait, ce que j'avais fait en mai, j'avais investi dans Summit Mining. Donc c'était la dernière opportunité pour rentrer chez eux. Donc Summit Mining, j'ai fait un épisode avec Matt, son fondateur. Ce sera il y a 2 semaines quand vous allez écouter l'épisode. Donc je suis rentré chez Summit Mining en mai. Je suis assez satisfait, j'avoue. J'ai environ entre 4 et 6% de rentabilité par mois.
Donc si vous avez mis, je sais pas moi, 10 000 euros, ben ça vous ferait entre 4 et 600 euros par mois. Sachant que les gains, pour l'instant, ils peuvent pas et ils vont sûrement pas être pendant longtemps possible. C'est pas possible de les réinvestir pour ensuite faire grossir sa base, vu que, comme on l'a vu dans l'épisode, les machines sont devenues hyper chères. Donc voilà, ça fait 6 mois. Si on fait les comptes, j'ai déjà remboursé peut-être 30-40% de mon investissement, donc je suis assez content. Souvent on est payé en crypto, donc après vous êtes dépendant. Soit tout de suite vous convertissez le montant des cryptos en USD ou en dollars ou en euros. Et alors vous pouvez récupérer votre investissement, parce que l'investissement initial, moi je l'avais fait en tout cas en euros. Je sais pas si c'était possible de le faire en crypto. Moi je l'avais fait en euros. Donc voilà. Summit Mining, j'étais plutôt content. Là ils ont lancé leur fonds, leur token. J'ai mis un peu des billets surtout. Et donc ça s'est bien passé. Après, j'avais investi aussi dans Mintos. Mintos, c'est une plateforme de prêt entre particuliers où en fait ils prêtent dans des pays. Alors c'est plutôt des pays d'Europe de l'Est ou d'Asie, Asie mineure. Je pense qu'on appelle ça Kazakhstan, Azerbaïdjan, etc. En Turquie aussi. Là d'ailleurs, ils viennent d'envoyer un message que il y avait des problèmes avec la. Ça fait longtemps que la Turquie, ils ont des problèmes avec leur monnaie. Et là, ils sont sortis visiblement des prêts. Sur leur monnaie, enfin des prêts en Turquie. Donc la lire turque, je pense que ça s'appelle la monnaie. Et non, en fait, ça s'appelle la livre turque, je viens de checker. Donc en tout cas, à mi-décembre, son cours il a quasiment été divisé par 2 très rapidement. Donc on voit toujours le problème des monnaies. Ça peut, alors bien sûr dans une beaucoup plus faible mesure, ça peut arriver sur l'euro. En tout cas, il faut vraiment réfléchir à qu'est-ce qui vous arriverait en cas d'hyperinflation comme ils peuvent l'avoir en Turquie. La Turquie, c'est pas non plus le pays le plus pauvre du monde et ils ont eu vraiment un gros problème sur leur monnaie. C'est arrivé aussi en Russie. Alors en Europe, on espère que ça arrivera pas, mais posez-vous quand même toujours cette question de la diversification des monnaies. Le plus simple, c'est quand même via la bourse. Si vous achetez des actions, moi j'ai pas mal d'actions américaines et japonaises. Et du coup, au moins, vous êtes protégé là-dessus. Si vous avez des cryptos, vous êtes aussi protégé par rapport à ça. Alors bon, les cryptos sont hyper volatiles, mais ça vous fait un autre pilier possible de diversification. L'inflation, c'est vraiment quelque chose qui, ça peut vous ruiner une vie. Je veux dire, les gens qui en Turquie, qui admettons que vous avez touché un héritage de, je sais pas, quelques centaines de milliers d'euros, vous avez épargné toute votre vie, d'un coup, la monnaie, elle vaut plus rien. C'est quand même impressionnant. Quand on imagine les conséquences, puis ils ont ça aussi en Argentine, c'est pareil. L'Argentine, c'est pas le pays le plus riche du monde, bien sûr, mais c'est pas non plus la Somalie. Donc, si une monnaie, s'il y a un problème sur une monnaie, vraiment, ça peut ruiner votre vie, en fait, tout simplement. Ça peut tout emporter. Donc, essayez de diversifier vos épargnes. L'euro, c'est comme une monnaie qui est stable. Normalement, ça devrait pas arriver, mais on n'est jamais à l'abri d'un problème. Hein. Ça arrivait dans d'autres pays. Donc, essayez de vous couvrir au moins un peu. Je dis pas qu'il faut mettre 3/4 de votre portefeuille en dollars, parce qu'il peut aussi avoir, les dollars, c'est un peu la monnaie de référence, mais ils sont aussi en train d'imprimer tellement de monnaie qu'ils ont une inflation qui est galopante. Donc voilà. Le meilleur moyen de se protéger contre l'inflation, c'est d'avoir des actifs. Donc, parce que le prix des appartements, le prix des actions, lui, il va suivre l'inflation d'une manière plus ou moins directe, mais en tout cas, il va la suivre. Si vous avez juste du cash, ça va vraiment poser, ça vous expose à un risque. Donc, c'est bien d'avoir du cash pour faire face aux difficultés potentielles qui peuvent survenir, mais pas trop. Voilà, je veux dire, si vous réfléchissez, même une inflation à 2%, ça n'a pas l'air énorme. Là, aux États-Unis, ils ont annoncé de l'inflation à 6% récemment. Vous avez 100 000 euros de côté. 2%, ça fait 2 000 euros. Ça fait qu'en fait, chaque mois, vous perdez 150 ou 180 euros de pouvoir d'achat. C'est incroyable. Je veux dire, les gens, ils sont à... Alors, 100 000 euros, ça peut être beaucoup, pas beaucoup, ça dépend des gens. Mais on est parfois à négocier son forfait téléphonique, à prendre celui qui est à 15 euros au lieu de 30 euros. Et à côté de ça, vous perdez 180 euros de pouvoir d'achat à cause de l'inflation. Donc,
investissez dans des actifs, ça vous permettra d'éviter ce genre de soucis. Bref, Mintos, les prêts entre particuliers. Alors j'ai regardé là à l'instant, ça m'a rapporté pour l'instant 8,40%. Donc là c'est annuel. Franchement, c'est quand même des prêts dans beaucoup de pays. Alors on est super diversifié, hein, c'est des tranches de 10 euros, je crois. Enfin, c'est vraiment des très faibles tranches dans plein de prêts. 8,40%, ça semble pas trop mal, mais bon, c'est du brut, hein, vous n'avez pas payé d'impôt là-dessus. Et en fait, je sais pas, j'ai mis un billet dessus. En fait, c'est d'un côté la bourse, ça fait pareil quasiment. Et alors la bourse, ça peut baisser. Là, en théorie, ça peut ne pas trop baisser, mais vous êtes quand même soumis au risque de crédit de la contrepartie, donc de l'emprunteur, même s'il y a des garanties, etc. Donc voilà, 8,40%, à vous de voir si vous trouvez que c'est bien ou pas, et à vous de voir surtout la somme que vous êtes prêt à mettre. Mintos, ça a l'air quand même assez solide dans ce monde des investissements exotiques. Je crois ils sont en, bon, je vais pas dire de bêtises, Lituanie ou Estonie, je sais plus. Mais c'est quand même un truc qui est à peu près, qui est assez bien structuré, etc. Mais est-ce que vous êtes prêt? Parce que si c'est pour mettre 1 000 euros à 8%, ça va vous faire 80 euros par an. C'est pas forcément la peine, quoi. Donc, c'est toujours un peu ça le problème de ces investissements exotiques, c'est que dès que la renta elle est pas hyper élevée, vous, vu que c'est exotique, vous allez pas vouloir mettre un énorme montant dessus. Et donc, en fait, le résultat en euros, il sera pas très impressionnant. Donc, moi, pour l'instant, je vais laisser l'argent que j'ai dessus. J'aime bien, je reçois une notif tous les jours là sur ma montre. Vous avez gagné 2 euros, 3 euros hier. Donc c'est agréable, quoi. Ça paye le café que vous venez de prendre. Mais ouais, Mintos, pas de souci particulier, si ce n'est que 8%. Quand le montant investi dessus, il est pas hyper important, et ben ça fait pas non plus une boule de neige énorme. Ensuite, dans les investissements exotiques, j'avais parlé des montres. Alors, j'en avais parlé même avec mon papa, que j'embrasse. Et pour commander, alors il y a des montres qui prennent de la valeur. Donc, pour commander une montre, et ensuite, quand on la reçoit, voir ce qu'on en fait. Soit on la revend si ça a pris de la valeur, soit on se la partage, puis on la revendra plus tard. Je m'en suis pas... Donc, j'avais fait un peu les premières... recherche là-dessus, mais je suis pas passé à l'acte, donc j'ai pas commandé de montre pour l'instant. D'ailleurs, un des prochains invités sera dans l'horlogerie. Sinon, j'ai testé, donc ça c'était en mai, donc là j'ai quand même un peu de recul sur ces plateformes. Je vais vous dire les autres investissements exotiques que j'ai testés. Alors j'ai testé les robots de trading, donc Forex, Gold, etc. Pour l'instant, ça tient la route, mais je les ai testés que à partir d'octobre, donc j'ai pas encore récupéré tous mes fonds. Qu'est-ce qui a pas marché? J'ai fait du copy trading, donc en fait il y avait quelqu'un qui m'a contacté sur Instagram. Alors c'est pas sa faute et c'était pas une arnaque. En fait, il m'a dit ouais, je connais quelqu'un qui est trader depuis 6 ans. Il a des bons résultats. Tu peux aller sur une plateforme et faire du copy trading. Alors l'avantage que j'y voyais, c'était qu'en fait la plateforme, elle avait l'air assez solide. Et d'ailleurs, j'ai eu des gens au téléphone qui avaient des bureaux à Paris, etc. Donc la plateforme, c'était assez solide. Mais moi, je savais très bien que les traders, il y a 80 ou 90, 95% qui perdent de l'argent. Et je me suis dit, voilà, je vais essayer. Moi, j'ai pas envie de me former au trading parce que je sais que la plupart des gens ils perdent des plumes. Chacun a son avis, mais moi je crois assez peu aux histoires de chandelles, de tête de rebond de la tête de chat, de tout ce que vous voulez, ces histoires de lire des graphiques, parce que ça change tellement si vous regardez à l'heure, au mois ou à l'année. Voilà, je sais qu'il y a des gens qui ont réussi. Sur un forum où je suis, il y a un gars qui a réussi à prendre son indépendance financière grâce au trading. C'est le seul exemple où j'ai eu les chiffres vraiment sous les yeux de ce qu'il a fait. Et le gars, il était à son compte, mais il s'est fait peut-être 300 000 euros, 300 ou 400 000 euros, mais en, je sais plus, 7-8 ans. Donc c'est pas non plus des chiffres qui sont énormes comparés à
En fait, c'est comme un métier, quoi. C'est comme un métier. Et sinon, voilà, les traders, je sais très bien que la plupart échouent. Là, en fait, sur la plateforme, c'était pas mal parce que vous aviez l'historique du trader. Vous voyez le nombre de trades réussis, perdus. La performance, elle était pas mal. J'ai réparti mon investissement sur deux traders qui avaient des bons historiques, donc celui qu'on m'a conseillé et l'autre. Et donc ce qui était bien, c'était que c'était du copy trading. Le trader, il avait pas vraiment accès à vos fonds. Bref, j'ai fait ça 2 mois. Il y a des jours ça s'est très bien passé, et puis en fait, il y a des jours ça s'est beaucoup moins bien passé, bien moins bien passé. Et du coup, je suis sorti. J'ai perdu un peu d'argent, pas énorme, mais voilà, fallait essayer. Je pense que j'ai coupé au bon moment parce qu'après j'étais encore sur les groupes Telegram et tout, et puis j'ai vu que ça s'est pas arrangé. C'était un test. Il faut tester, hein, parfois ça fonctionne. Là, clairement, ça a pas fonctionné. Ce que j'ai vu en fait comme biais, c'était qu'ils avaient des stop loss, par exemple à moins 3% sur une position, donc vous pouviez pas perdre plus de 3%, mais en fait, parfois ils prenaient plusieurs positions qui allaient dans le même sens. En fait, ils vendaient des points de l'indice DAX et ils en vendaient 3-4 fois, et du coup, en fait, vous pouviez perdre plus que 3% dans la journée. J'ai testé, j'ai pas laissé beaucoup, hein, c'était, je sais pas, 300 € peut-être qui se sont envolés. Tant pis, je reviendrai pas dessus. Voilà, robot trading, sinon ceux-là, ils fonctionnent pas mal. J'avais mis un tout petit billet sur un truc méga foireux. Il s'avérait que c'était foireux. Et voilà pour les investissements exotiques. Après la crypto, alors est-ce qu'on peut mettre ça dans les exotiques ou pas? En fait, moi, j'étais rentré en crypto en 2017 grâce à mon pote Sam avec qui j'ai fait un épisode. Je sais plus, c'était un des premiers épisodes d'interview que j'avais fait. J'étais rentré en 2017 et puis après, j'ai un peu pendant 3 ans, enfin en 2018, je suis sorti en grande partie et je m'y suis plus trop intéressé jusqu'à cette année et jusqu'à l'interview que j'ai fait de Nathan de MySeed Advisor, où j'aimais bien le concept qu'en fait il te proposait des opportunités, des cryptos dans lesquels investir. Je m'étais dit, parce qu'en fait j'avais arrêté notamment les cryptos parce que ça prend trop de temps. Franchement, ça prend beaucoup de temps. Donc là, je trouvais ça pas mal de déléguer un peu l'analyse et tout ça à quelqu'un, même si c'était payant, pour ne pas avoir à passer énormément de temps là-dessus, parce que le temps qu'on passe là-dessus, on ne passe pas sur autre chose. Donc j'avais souscrit au programme de Nathan. Il s'avère, alors il y a 2 choses. Déjà, depuis que j'ai souscrit, la tendance des cryptos, elle est à la baisse. Donc pour l'instant, le portefeuille, il a pas super bien performé. Mais ça, c'est pas la faute, je pense, des analyses. C'est juste que quand le Bitcoin il baisse, tout baisse. Vous avez beau faire les meilleures analyses du monde, à part 2-3 exceptions, en général, quand le Bitcoin baisse, tous les cours ils baissent. Et après, par contre, ça prend du temps. Parce que depuis que j'ai mis le doigt là-dedans, je regarde tous les trucs, tous les projets crypto, les IDO, les ICO, les stacking, le farming. Je me suis pris quelques formations là pour un peu approfondir tout ça. C'est vraiment fascinant la crypto, hein. C'est vraiment là où il y a tellement de projets, il y a de l'argent frais qui arrive, du coup ça fait grimper les cours. Mais ça prend énormément de temps. Donc d'un côté, j'ai la stratégie super lazy avec Summit Mining où ça arrive tous les mois. J'avais aussi fait une petite stratégie sur Revolut. Alors Revolut, c'est pas du tout le meilleur la meilleure plateforme pour investir dans la crypto parce qu'ils prennent, je pense, 2,5% de frais. Mais en fait, j'avais fait un truc en début 2020 et je m'étais dit je vais pas en fait, les cryptos, ça prend trop de temps. Là, je m'étais pas trompé. Je vais faire tous les mois, toutes les semaines, je vais acheter pour 80 € de crypto automatique. Ça part direct de ma carte. Et ça, alors si vous avez d'autres plateformes à me conseiller qui permettent de faire ça, je suis preneur. Moi, Revolut, c'est la seule que j'ai trouvée qui prend pas trop de frais fixes. Parce que sinon, je sais que sur Coinbase, on peut le faire. Déjà, Coinbase
Alors il y a Coinbase Pro et Coinbase normal, mais Coinbase ils prennent un montant fixe, donc ça va pas. Donc c'est toutes les semaines j'ai 80 € qui sont partis en crypto sur ce. Donc j'avais en fait fait sur 5 cryptos, l'Ether, Bitcoin, Litecoin, Stellar, Bitcoin Cash. Voilà. L'Ether, il a explosé. Le Bitcoin Cash, il est à moins 21% là, si je regarde. Bon, en tout cas, c'est 80 € par semaine. Aujourd'hui, ça vaut environ 4500 €. Donc, stratégie un peu sans douleur, c'est passé tout seul. Et je suis, je pense que si vraiment vous voulez vous voulez rentrer dans les cryptos sans rien faire, vous pouvez faire ça. Après, bien sûr, depuis septembre, j'ai mis un peu des billets un peu partout sur plein d'autres plateformes. J'ai fait plein d'autres choses, mais cette stratégie, au final, en termes de temps rendement, donc je dois être à plus 20% peut-être. Elle s'avère pas trop mauvaise, hein. Donc voilà. Les cryptos, pour l'instant, c'est un peu entre les deux. J'adore ce monde. On apprend plein de choses, il y a plein d'opportunités. Je pense que je vais acheter mes premières NFT en 2022. J'ai failli en acheter. Pour l'instant, c'est trop dur. Franchement, c'est trop dur de mettre 600 € dans la photo d'un perroquet. Je vais encore un peu creuser, et puis peut-être que, je sais pas, peut-être que je fasse mes premiers gains sur les cryptos importants, et après que je les réinvestisse dans les NFT. Mais quand c'est du vrai argent, des vrais euros que vous avez économisés, avec lesquels vous pourriez vous acheter plein de choses, 6, 700, 800, et après ça monte, il y a pas de fin, hein, 20 000, 30 000, 50 000 pour une image toute pixelisée. Je suis pas encore prêt, je crois. Voilà. Donc les cryptos, bilan plutôt bon, je dirais quand même, mais pas exceptionnel. On attend le prochain bull run pour que ça paye. Alors c'est toujours un peu les sentiments, ils sont toujours un peu ambivalents dans le sens où on voudrait que ça monte tout de suite, mais en même temps, là la crypto, moi je rentre progressivement dessus. Donc le plus tard est le bull run, le plus je gagnerai. Donc c'est un peu compliqué, voilà, de savoir vraiment quelle serait la situation parfaite. En tout cas, comme toujours, crypto, money management à fond. Faites super attention. Dès qu'on s'y intéresse, on veut mettre de l'argent partout. Là, je suis en train, donc j'ai eu ma première IDO. Donc IDO, c'est quoi? En fait, vous rentrez sur une crypto avant qu'elle soit listée. Et du coup, vous pouvez la payer beaucoup moins cher. Et souvent, pour participer aux IDO, il faut en fait bloquer des montants. Et les montants, ils peuvent vite être... moi, là, j'avais bloqué 800 € et j'avais eu 15... J'ai été pris à la 15e IDO à laquelle j'ai postulé. Si, par exemple, vous mettiez 3000 €, vous aviez peut-être 2 fois plus de chances d'en avoir une que moi. Si vous mettiez 10 000, vous aviez 5 fois plus de chances, etc. Après, en fait, l'argent qui est bloqué, c'est pas de l'argent stable, c'est en fait la crypto du site. Donc vous êtes aussi soumis aux aléas et aux variations du cours de la crypto. Donc c'est quelque chose auquel il faut faire attention. Mais première IDO, visiblement pour l'instant ça a déjà fait x3. Donc c'est pas, parfois ça fait x30. Là ça a fait x3. On verra bien le résultat final, parce qu'en fait on touche les jetons en plusieurs fois. Il y a du vesting, ça s'appelle. Donc c'est en fait pour pas que les cours ils soient complètement fous, on vous distribue la crypto en plusieurs fois. Voilà. Alors bon, c'est pas la peine de faire de la langue de bois ou de vous le cacher. Vous voyez bien qu'en fait, quand les montants ils sont pas très importants, je vous dis quel montant j'ai investi. Quand c'est des montants super importants, j'estime que voilà, typiquement les gens ont pas besoin de savoir quels sont exactement quel est mon patrimoine. Il y a plein de gens qui écoutent. Donc ça, quand c'est des petits montants, centaines ou quelques milliers d'euros, j'aime bien vous en parler. Quand c'est plus gros, faudra vous associer avec moi pour avoir plus d'infos. Donc voilà, Michel a les infos si jamais vous voulez le soudoyer. Mais sinon, voilà, j'estime que chacun garde sa part partage ce qu'il veut.
Et donc là, justement, on va parler gros argent, investissement immobilier. L'objectif que j'avais, c'était d'acheter 5 appartements. Objectif, on peut dire raté, parce que j'en ai acheté 4. On a signé le dernier avant-hier. Mais j'en ai encore 3 qui sont en cours d'achat. Donc, voilà, on peut dire que c'est pas parfait, mais c'est quand même pas mal. Aussi, en début d'année, on a eu plein de problèmes. J'avais fait des épisodes là-dessus. On avait signé un compromis et en fait, on devait signer un compromis et au dernier moment, alors que tout était prêt, le vendeur, l'agent IMO l'a vendu à quelqu'un d'autre. On avait eu une agence qui voulait des conditions complètement improbables, en fait, nous enlever la clause suspensive d'obtention du crédit parce que on était en SCI. Donc on a eu des problèmes avec eux, on n'est pas allé au bout. Voilà, on n'a pas envie que les agents IMO ils nous dictent quoi faire. Quand on a beaucoup d'appartements, les financements, on voit bien là, il y a les recommandations du HCSF qui ont fait même pour les SCI. Donc parfois on dit que quand tu passes en société, on n'en tient pas compte. On a contacté des banquiers qui en tiennent compte dans les SCI. Alors, est-ce que ces recommandations qui vont devenir des obligations s'appliquent aux SCI? Je suis pas sûr qu'elles s'appliquent formellement aux SCI, mais en tout cas, il y a des banquiers qui font comme si. Donc, 4 appartements. Donc oui, et puis donc il y a eu plusieurs coups qui sont pas faits. Je devais acheter aussi un autre appartement, pareil. L'agent IMO, il était allé déposer tous les documents pour préparer le compromis. Finalement, il l'a loué sans me prévenir. Un mois après, il m'a rappelé pour me dire en fait l'appart que j'avais loué, la locataire je l'ai mis ailleurs et du coup vous pouvez le racheter si vous voulez. Je dis, c'est bon, il y a un moment, faut se calmer quoi. Je veux dire, vous me passez sous le nez comme ça, bon, fais pas affaire avec des gens qui sont pas fiables. Du coup, 4 apparts, bon c'est pas mal. Les 3 qu'on a achetés, ils ont été loués super vite, maximum 1 mois. Donc on est content avec ça. Et le dernier, on l'a acheté avant-hier, donc pour l'instant il est pas loué. On va voir combien de temps ça prend. Donc quand même, je dirais quand même c'est quand même pas mal. 4 apparts, on est pas mal. Et j'espère que ça va continuer dans les prochaines années. Voilà, c'est là typiquement la bourse et l'IMO, on va dire la stratégie, c'est de rien changer. Pour l'instant, ça fonctionne. Faut pas réinventer la roue. On va continuer comme ça. Et aussi, en fait, par contre, la grande nouveauté cette année, c'est que j'ai eu mes premiers biens off-market. Donc avant, on avait des biens, en fait, en visitant beaucoup, on trouvait des biens, ou alors on avait des biens. En fait, à force de visiter, les agents, ils nous prévenaient quand ils avaient un nouveau bien, mais c'était des biens quand même qui étaient annoncés. Alors on était peut-être les premiers à visiter. Voilà, c'était pas annoncé encore partout, mais là on a eu nos premiers biens vraiment qui ont été pas du tout annoncés, où un agent nous a contactés. Et cet agent, je l'ai trouvé comment? En visitant des appartements, notamment un appartement qui était trop cher. Mais c'est comme ça que j'ai fait sa connaissance. Donc parfois, quand vous trouvez rien, ça vaut quand même la peine d'aller visiter, rien que pour prendre les contacts avec les agents. Puis après, vous êtes jamais pendant les visites, on peut vous dire qu'il y a vraiment une grande possibilité de négociation, etc. Donc voilà, mes premiers biens off-market en 2021 et j'espère que ça va continuer comme ça en 2022. Et aussi, ce que je voulais vous dire, c'est, j'en parle avec les membres du club Invest là, qui nous ont rejoints. J'ai eu énormément d'appartements, au moins la moitié pour lesquels j'ai rien entendu de l'année. J'ai pas été aux appartements, voilà. Là, bien la moitié des appartes, y a rien eu à faire. Donc nickel. C'est vrai que quand on achète, ça prend du temps, on fait parfois des travaux, on met en loc et tout. Et après, ça tombe. J'ai eu une gazinière à changer et on a eu un problème avec des chauffages qui changeaient. Je crois que c'est tout ce qu'on a eu et un dégât des eaux, ça c'est dans un appart qu'on a en courte durée. Mais à part ça, je cherche un peu, mais je crois pas que j'ai eu d'autres problèmes. Donc lui, c'est largement plus de la moitié, dont j'ai pas entendu parler au cours de l'année.
On a changé de concierge aussi. On avait un concierge Airbnb qui était, je sais pas, il est parti complètement sur une autre planète. Il répondait plus de mails, il louait plus. Donc voilà, on a changé. Et on va voir ce que ça donne avec ces nouveaux concierges. Et dernier point sur lequel je vais faire le bilan, c'est tout ce qui concerne le Bye Bye Patron. Donc là, c'est une grande satisfaction. J'ai lancé le podcast en mars. J'ai publié un épisode par semaine, parfois 2. Il y a qu'une semaine où j'ai raté, où j'en ai pas publié. C'était en fait quand j'ai écrit mon livre, où je voulais finaliser le livre. Alors c'est un petit livre que j'ai écrit, mais voilà, j'ai aussi écrit un livre. Le podcast, les audiences, elles sont en train de bien grimper. Après, c'est pas que des noms, c'est des personnes derrière. J'échange avec énormément de personnes. Donc vraiment, le podcast, c'est vraiment, on va dire, la nouveauté et la réussite de l'année. Je pense qu'on peut le dire quand même. Après, j'étais en bootcamp de podcast. J'ai rencontré d'autres podcasteurs. Vraiment, voilà, podcast. J'ai tenu la ligne que je voulais. Il y a encore beaucoup d'améliorations à faire. Il y a peut-être oui des choses à changer, mais les audiences augmentent, les personnes qui m'écrivent sont souvent super satisfaites, donc je suis ravi. Donc oui, j'ai écrit mon livre, et mine de rien, j'en ai vendu quelques centaines, hein, donc je suis assez content. C'est un petit livre, c'est un petit guide sur comment négocier un bien immobilier. J'avais pas pour projet d'écrire Le Seigneur des Anneaux, mais juste de faire un livre pratique qui se lit vite, qui peut aider vraiment les gens dans la pratique. Et quand t'as déjà trouvé un bien, tu veux savoir comment négocier, si t'as mon livre en format électronique, et en une grosse soirée, je pense que tu peux l'avoir lu et tu sauras les 7 techniques pour négocier un bien immo. Donc voilà, je suis pas peu fier de ça. Si je fais le podcast, ça me prend au moins 4-5 heures par semaine. Donc si on fait les comptes, j'ai commencé en début mars, donc ça fait bientôt 10 mois. Donc 4-5 heures fois peut-être 40 semaines. On est à 200 heures, donc c'est plus qu'un mois de boulot à temps plein. Mais bon, je m'en plains pas. J'ai eu des invités exceptionnels. Alors je peux pas tous les citer. J'ai eu plein d'investisseurs IMO avec qui on a pu échanger. J'ai eu Olivier Roland qui a vendu 100 000 livres. J'ai eu là récemment Matt qui gère 100 millions. J'ai eu Nathan, j'ai eu Nathalie. J'ai eu plein d'invités géniaux. David, Tania, enfin voilà. Ils ont tous apporté quelque chose. Et rien que pour ça, je suis super content du podcast pour les invités. C'est vrai que quand je parle tout seul, c'est bien pour faire un peu son introspection, faire un point sur où on en est. Mais les invités, rien que pour ça. Puis là, quand je les ai vus en vrai à la soirée des Gentlemen Investisseurs, pour certains d'entre eux, c'était génial. On se connaissait déjà en fait. Donc trop bien. Instagram, ma page, elle a un peu plus que 4000 followers. Donc c'est pareil. En fait, les followers, c'est bon pour l'ego, mais derrière, il y a des vraies personnes. Et même si je parle que peut-être à même pas 10% d'entre eux tout le temps, je pense qu'on a créé quand même une belle entente. Et puis j'ai appris plein de choses. On m'a soumis plein d'idées. Il y a eu des bonnes, il y a eu des moins bonnes. Là, je vous parlais du copy trading qui m'a coûté quelques centaines d'euros. Je vous parlais de Nathan et ses conseils en crypto qui, pour l'instant, ont pas payé. Faut dire la réalité. J'espère que ça payera dans le futur. Mais vraiment, ça m'a ouvert l'esprit sur plein de possibilités. Donc, je suis ravi. Voilà, on va pour le podcast, on va continuer comme ça. On va essayer de tenir toujours un épisode par semaine. Voilà, ça prend du temps. Au début de ce podcast, j'ai dit que j'avais un peu mis le sport entre parenthèses. Alors bien sûr, c'est pas une excuse, mais on peut pas tout faire. Voilà, là, j'ai été investi dans plein de domaines. Plus les podcasts, plus je me forme à ça, je me forme au crypto, je me forme à plein d'autres choses. On peut pas tout faire et pour l'instant c'est le sport qui a trinqué, mais ça je vais essayer de tenir ma bonne résolution.
Donc voilà, super content. Avec Michel, on a créé le Club Invest. C'est aussi une super satisfaction. Alors c'est vrai que ça fait beaucoup moins longtemps, donc c'est plus difficile d'avoir du recul. Là, on a encore un nouvel élève qui nous a rejoint cette semaine et peut-être un autre qui va nous rejoindre la semaine prochaine. Donc voilà, on a atteint le nombre d'élèves qu'on souhaitait. Donc je pense que là, on n'est pas loin de la limite. Hein. C'est peut-être, on va s'arrêter à 6, peut-être un ou deux encore, je sais pas. Mais en tout cas, super satisfait d'avoir monté ça. On échange bien avec les futurs investisseurs. Ils sont motivés. Il y en a qui ont déjà trouvé des biens rentables. Il y en a qui sont déjà allés en visite. Il y en a qui avancent sur leur zone de recherche. Donc, super. C'est ça, on peut dire que c'est vraiment le côté réussite, mais qui a pris du temps, hein, mine de rien, qui a pris du temps, qui prend du temps. Mais tout ce qui est podcast, mon livre, le Club Invest, tout ça, c'est un peu la nouveauté de l'année et c'est une franche réussite. Alors pour les bonnes résolutions et les choses à faire, donc j'ai pas besoin d'arrêter de fumer, donc c'est déjà ça. Pour l'année prochaine, alors les objectifs, ben ça va être les mêmes parce qu'en fait j'ai des objectifs qui se terminent pas, donc ça va être un épisode de podcast par semaine, acheter 5 biens IMO. Alors les biens IMO, il va falloir qu'on trouve un nouveau partenaire bancaire, je pense, parce que là on a commencé à atteindre un peu l'endettement maximal. En fait, vous avez votre endettement par rapport à vos revenus, votre endettement par rapport, en fait, à la différence entre les dettes que vous avez et le patrimoine que vous possédez. Et après, vous pouvez être aussi, au bout d'un moment, peu importe, vous pouvez gagner 10 millions par an et puis avoir 100 millions de patrimoine. Au bout d'un moment, la banque, elle va trouver qu'elle a un trop gros risque sur vous et elle va donc soit vous allez passer par d'autres process, soit il va falloir trouver au moins temporairement un autre partenaire bancaire. Donc on va essayer de trouver un nouveau partenaire bancaire. On peut essayer également on va peut-être s'associer si on trouve un associé solide, enfin voilà, qui est à la fois investi, qui a des fonds, qui veut un peu un projet de long terme. Donc appel à pour l'instant, on est nulle part avec ça. Mais si un jour vous voulez vous associer avec nous, eh ben vous pouvez me contacter. On verra ce qu'on peut faire ensemble. Mais en tout cas, poursuivre les investissements 5 par an, je pense que c'est le bon, pour moi en tout cas, c'est le bon rythme. 4, 5 par an. C'est ce que j'arrive à gérer avec Michel. Sachant que, bah, du coup, il y a ceux qui ont déjà été achetés, hein, qui s'accumulent. Donc, c'est pas mal. Faut pas, je pense que là, c'est pas la peine de mettre la barre trop haute. Nous, on a plusieurs activités. On n'a pas pour vocation de faire que de l'immobilier. Donc, 4, 5. Franchement, même si c'est 3, si vous regardez 3 sur 10 ans, ça fait 30 biens. Ça fait déjà pas mal. Donc, voilà. Objectif, 5 biens. Trouver les financements, éventuellement réfléchir à une association avec un troisième associé pour, voilà, peut-être aller sur d'autres régions, peut-être avoir d'autres des fonds, des structures de financement différentes, etc. À voir. Pour le sport, alors là, le sport, le poids, ça va être simple. J'ai proposé à mon père de faire ça et il m'a pas écouté. Ah là là. Si t'écoutes ce podcast, eh ben voilà. En fait, j'avais lu un super livre. Alors, je sais plus si dans Influence et Manipulation, je suis pas sûr que ce soit dans ce livre. En fait, c'était alors on en revient souvent à l'argent, mais au final ça fonctionne. C'était 2 profs de faculté. En fait, ils s'étaient mis un objectif de perte de poids, je sais plus combien. Et s'ils y arrivaient pas, c'était $10,000 d'amende. En fait, c'était pas un pari, c'était pas celui qui perd le plus, il gagne $10,000 de l'autre. C'était si tu y arrives, t'as pas à payer. Si t'as pas réussi, tu dois payer $10,000. Alors je sais pas, chacun mettra le chiffre où il veut. Mais moi, je trouve ça super intéressant comme approche parce que en fait, ça va vous aider peut-être à faire une sorte de collaboration avec quelqu'un. Ça va donc on peut faire ça pour le sport, mais on peut faire ça pour plein de choses. Hein. Et en fait, il y avait dans le livre, il parlait aussi d'un étudiant qui arrivait pas à écrire sa thèse de médecine. En fait, lui,
il avait $100 d'amende s'il n'avait pas un nouveau chapitre par mois. Et ses potes, ils avaient dit qu'avec les $100 d'amende, eh ben, ils allaient organiser une fête où ils seraient pas invités. Donc, je trouvais, en tout cas, ces deux approches super bonnes. Les deux profs de fac, apparemment, après, ils avaient gardé, en fait, ce système d'amende et ils pouvaient demander à l'autre à n'importe quel moment de se peser. Et si, en fait, il n'avait pas respecté le poids qu'ils avaient dit, eh ben, il devait payer une amende. Et du coup, pendant 30 ans, je crois, ils ont fait ça. Et puis, ils ont toujours eu la forme qu'ils souhaitaient avoir. Donc, je pense que voilà, le système d'amende, il est un peu dur à comprendre, il est un peu dur à convaincre les gens d'y adhérer, mais je pense que pour moi, ça fonctionnerait. Donc, je vais faire ça. Les apparts, donc 4-5, j'ai dit la bourse tous les mois, hop, je vais faire ça. Crypto, je vais essayer de tenir mon money management parce que c'est vrai que c'est pas si simple. On a envie de se mettre sur tous les projets et c'est pas si simple. Voyage, 3 pays par an. Là, je pars 2 fois déjà en janvier, mais bon, dans des pays où j'ai déjà été, mais quand même, ça va être cool. Et quoi d'autre? Donc ouais, acheter les NFT. Je voulais aussi écrire un second livre sur la recherche de biens immo. En fait, j'avais commencé, j'ai passé pas mal de temps à écrire un livre sur la bourse. Mais la bourse, en fait, je trouve que ça se prête pas bien à un livre parce que déjà, il y en a qui existent. Après, les prix ils changent tout le temps, les brokers ils changent. Je pense qu'il faudrait mieux faire un système en vidéo. Donc peut-être que je vais faire une petite formation de 4-5 heures en vidéo. Mais voilà, en plus il y a beaucoup de documents quand vous voulez regarder les cours, si vous voulez regarder les bilans, si vous voulez regarder l'évolution. Voilà, pour un livre, je trouve que ça s'y prête pas très bien. Donc peut-être que je ferai quelque chose en vidéo. Mais écrire un livre sur peut-être la recherche de biens immo, comment trouver son bien, eh ben ça peut être une idée. À voir. Ça c'est pas encore gravé dans le marbre. Et ben sinon voilà, vivre comme on l'entend, grâce notamment à ses investissements, garder le contact avec ses proches. Et puis ce sera déjà pas mal. Hein. Ce sera déjà pas mal. Et pour finir, j'ai regardé un peu les questions qu'on peut se poser, de quoi on est fier de cette année, tout ça. Donc ça, je pense que j'y ai répondu. La dernière question, c'est, et puis ce sera un peu la synthèse de l'ensemble du podcast, c'est qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a pas fonctionné. Clairement, ce qui a fonctionné, c'est les deux choses dont je parle souvent. C'est en fait prévoir les choses. Donc maintenant, avec les calendriers, les rappels, les calendriers, les possibilités. Il y a des gens qui utilisent Notion, il y a plein d'outils, mais en fait tout ce qui est prévu, ça fonctionne. Donc la bourse, ça fonctionne. Tout ce que en fait j'ai à des échéances régulières, ça fonctionne. Les achats IMO, ben voilà, ça suit son cours. Tout ça, ça fonctionne. Ce qui fonctionne bien, c'est d'être avec Michel à deux et que du coup, ça nous pousse à toujours être en action quand un il a un peu une baisse de rythme, l'autre il prend le relais et inversement. Donc ça c'est les deux choses qui fonctionnent. Donc c'est en fait rendre des comptes et s'organiser et être discipliné. Et à l'inverse, ce qui a pas fonctionné, c'est les choses que j'ai pas prévues, que j'ai pas mises dans mon calendrier, que j'ai pas mises dans mon agenda. Donc typiquement la compta, la compta, lire des livres, voilà, parfois je lis un livre pendant une semaine, je vais passer du temps dessus. Parfois, je lis pas pendant une semaine. Donc, là, le Romain que j'ai rencontré au repas des gentlemen, lui, il lit tous les jours, je crois qu'il m'a dit. Et c'est comme ça qu'il a réussi à lire 50 livres par an. Donc voilà, si vous voulez retirer quelque chose de cet épisode, les choses que vous voulez vraiment réaliser l'an prochain, eh ben, prévoyez-les déjà à l'avance. Si vous voulez partir en voyage, ben, vous fixez déjà la date. Et comme ça, ben, vous êtes sûr de partir. Et pareil pour les biens immo, pareil pour la bourse. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter en message privé. Et sinon, je vous souhaite, si vous voulez rejoindre le Club Invest, mais là, on est vraiment à la limite, vous pouvez nous contacter. Donc, vous pouvez aller sur le site clubinvest.fr ou m'envoyer un message sur Instagram. Mais là, je pense que vraiment, un élève de plus, ça peut-être ça passerait, mais puisque ça va être très compliqué. Je vous souhaite une bonne fin d'année, un bon réveillon et on se revoit l'année prochaine. À très bien. Et n'oubliez pas,
Si le concept de la retraite à 65 ans vous paraît peu tentant, pensez à multiplier les investissements. Bonne fête à tous et à bientôt.